Mes parents m'ont donné la maison familiale en ruine et ont offert à ma sœur un condominium de luxe. J'ai passé 3 ans à rénover, les nuits, les week-ends, chaque dollar que j'avais. Quand maman l'a vu terminer, elle a eu un sourire narquois et m'a jeté des papiers vierges. Signe l'acte de propriété à ta sœur. Tu pars demain. 2 jours plus tard, ma sœur est arrivée avec des cartons de déménagement. Son sourire s'est effacé quand elle a vu. Ce seul moment devrait vous dire absolument tout ce que vous devez savoir sur la hiérarchie toxique dans ma famille. J'ai 29 ans. Mon nom est Sloan. Je travaille à plein temps comme facturière médicale dans une clinique très active et je prends des contrats de comptabilité en freelance les week-ends juste pour garder la tête hors de l'eau. Je suis une personne sensée et calme. Je n'aime pas les histoires, mais dans ma famille, je suis l'enfant invisible ou, pire, le bouc émissaire. La maison qu'ils m'ont donnée était vide depuis des années à la périphérie de la ville, pourrissant pratiquement dans la terre. Le toit s'affaissait lourdement au milieu comme une colonne vertébrale brisée. Les marches du porche étaient molles et spongieuses à cause d'années de dégâts de termites et de pourriture humide. Chaque fois qu'il pleuvait abondamment, l'eau glissait le long des murs du salon, s'égouttant régulièrement dans un seau en plastique bon marché que je gardais sur le sol. J'avais l'impression que la maison elle-même pleurait. Mon père, Méric, a appelé cela une opportunité. Ma mère, Lorna, a dit que cela forgerait le caractère. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Blé, a eu un condominium de luxe de 2 chambres en plein cœur du centre-ville. Il avait une vue imprenable sur la rivière, des fenêtres du sol au plafond, et un portier qui la connaissait par son nom avant même sa 2e semaine de résidence. Blé était l'enfant chéri, la belle et délicate fille qui avait toujours besoin d'être secourue. Si vous voulez comprendre le ressentiment profond et purulent que je portais, laissez-moi vous faire un tour rapide de mon musée personnel de la douleur. Pièce à conviction A, ma remise de diplôme universitaire. J'étais assise dans un immense auditorium en toge et mortier, fixant 4 sièges vides. Mes parents avaient promis d'être là, mais Blé a eu une crise de nerfs soudaine et catastrophique parce que la boutique avait commandé sa robe de bal dans la mauvaise nuance de rose. Mes parents ont manqué ma remise de diplôme pour la conduire à 3 villes de là afin de trouver un remplacement. Ils m'ont envoyé un message texte disant « Tellement fier de toi. Prends un taxi pour rentrer. » Pièce à conviction B. Il y a 2 ans, j'ai subi une opération d'urgence. Mon assurance ne couvrait pas tout, et je me noyais dans les dettes médicales. J'ai mangé du riz et des haricots pendant 6 mois pour les rembourser. Exactement à la même période, mes parents ont acheté à Blé une voiture neuve d'une valeur de 30 000 $ simplement parce qu'elle disait que son ancienne voiture sentait bizarre après qu'elle ait renversé du café glacé sur la sellerie. Et enfin, pièce à conviction C. Le jour où ils m'ont remis les clés de la maison en ruine. Mon père se tenait sur le porche pourrissant, me regardait avec des yeux froids et évaluateurs, et soupirait. Il ne me regardait pas comme une fille, mais comme un mauvais investissement. Il m'a jeté les clés rouillées dans la main et m'a dit de ne pas venir pleurer auprès d'eux quand j'échouerais. Je suis resté là, dans le salon humide et moisi, à écouter l'eau frapper le seau en plastique. J'ai regardé le papier peint qui se décollait et le plâtre fissuré. Je me suis promis à ce moment-là, je peux réparer ça. Je vais le réparer et je leur prouverai que je ne suis pas la déception qu'ils pensent que je suis. Vous êtes-vous déjà senti comme un fantôme dans votre propre famille? Comme si vos échecs étaient diffusés au monde entier mais que vos victoires étaient complètement passées sous silence. Dites-le moi dans les commentaires, car ce que j'ai fait ensuite a tout changé. 36 mois. C'est exactement le temps que j'ai vécu dans une zone de construction chaotique et remplie de poussière. Je n'ai pas pris un seul jour de vacances. Je ne suis pas sorti boire un verre avec des collègues. J'ai sauté les films, les anniversaires et les rendez-vous. Mon existence entière était réduite à la facturation médicale le jour et à l'arrachage de cloisons sèches pourries la nuit. J'ai appris à tout faire moi-même. J'ai regardé d'innombrables tutoriels sur YouTube à minuit, mes yeux brûlants de fatigue, essayant de comprendre comment recabler un simple luminaire sans m'électrocuter. J'ai mangé des nouilles instantanées bon marché assises sur un matelas pneumatique couvert de sueur de bois. Mes mains étaient constamment couvertes d'ampoules, de coupures et enveloppées de gros rubans adhésifs parce que je ne pouvais pas me permettre de prendre un jour de congé pour les laisser guérir. J'étais complètement seul, à l'exception de Callum. Callum est un ami entrepreneur que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un de mes clients de comptabilité en freelance. C'est un type bruyant et costaud avec un cœur d'or. Quand il a vu ce que j'essayais de faire, il a eu pitié de moi.
Il n'a pas fait le travail à ma place, mais il venait le dimanche matin avec du café noir et se tenait derrière moi, guidant mes mains pendant que j'apprenais à encadrer des portes et à suspendre des armoires parfaitement de niveau. Il a vu les larmes de frustration que j'ai pleurées quand une canalisation a éclaté. Il a vu la vraie moi. Le contraste entre ma vie et celle de Blé pendant ces 3 années était une pilule amère à avaler. Pendant que je toussais de la poussière de cloisons sèches et que je soignais une clavicule meurtrie par la chute d'une poutre en bois, Blé publiait des histoires larmoyantes sur Instagram. Sa plus grande crise était que les rideaux de velours sur mesure pour son condominium de luxe étaient arrivés en blanc coquille d'œuf au lieu d'ivoire. Ma mère m'a même appelé un soir alors que j'étais couverte de peinture d'après pour me demander si je pouvais prêter quelques centaines à Blé pour accélérer l'expédition des bons rideaux. Je lui ai raccroché au nez. Chaque chèque de bonus que je gagnais à la clinique allait directement dans la maison. Chaque dollar supplémentaire provenant de l'équilibrage de feuilles de calcul tard dans la nuit payait pour de nouvelles fenêtres éco-énergétiques. J'ai englouti 85 000 $ dans cette propriété. C'était les économies de ma vie. C'était mon sang, ma sueur et ma santé mentale absolue. Mes parents sont venus exactement 3 fois pendant ces 36 mois. Chaque fois, maman traversait les pièces éventrées, enjambant soigneusement les débris avec ses chaussures de marque et soulignant mes erreurs. L'îlot de cuisine semble légèrement décentré, Sloan, disait-elle en sirotant son eau pétillante. Es-tu vraiment sûr d'être capable de finir ça? Ça a l'air pire que quand nous te l'avons donné. Mais à la fin de la 3e année, la maison était complètement méconnaissable. J'avais minutieusement restauré les parquets d'origine jusqu'à ce qu'ils brillent comme du miel foncé. La cuisine arborait des armoires bleu marine sur mesure que j'avais construites et peintes moi-même. Le jardin arrière avait une belle terrasse en cèdre avec des guirlandes lumineuses chaleureuses et un jardin florissant. Ce n'était pas un manoir de plusieurs millions de dollars, mais c'était solide, chaleureux, beau et, plus important encore, c'était à moi. Je pensais que le plus dur était passé lorsque la dernière couche de peinture a séché. J'avais complètement tort. J'ai décidé d'organiser un petit dîner pour célébrer l'achèvement de la maison. J'ai passé des heures à cuisiner un rôti, à dresser la belle table de salle à manger que j'avais restaurée à la main et à allumer des bougies. Je voulais que mes parents entrent et que, enfin, pour une fois en 29 ans de vie, ils disent qu'ils étaient fiers de moi. Lorna et Méric sont arrivés pile à l'heure. Ils ont franchi la porte d'entrée et pendant un long moment, il y a eu un silence absolu. J'ai regardé leurs yeux parcourir l'espace. Ils ont admiré les parquets brillants, les moulures impeccables, l'élégant éclairage de la cuisine. J'attendais le sourire, la validation. Au lieu de cela, j'ai vu une cupidité sombre et calculatrice envahir le visage de ma mère. Maman a marché lentement dans la salle à manger, passant sa main manucurée sur le bois lisse de la table. Elle n'a pas complimenté la nourriture. Elle n'a pas dit que la maison était belle. Elle a simplement souri, une expression froide et vide qui a fait chuter la température de la pièce. Elle a fouillé dans son sac à main en cuir coûteux, en a sorti un épais dossier de documents juridiques et les a jetés nonchalamment sur la table. Ils ont atterri avec un bruit sourd à côté du rôti que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. « C'est bien, Sloan, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Tu as fait bien plus que ce que nous attendions. C'est tout à fait habitable maintenant. » Papa s'est éclairci la gorge, refusant de croiser mon regard. Il se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras croisés. Ta mère et moi avons parlé de la maison. Nous pensons que ce serait nettement mieux pour la famille si la maison revenait à Blé, a dit maman doucement, comme si elle discutait de la météo. Elle et deux clans prévoient de commencer à essayer d'avoir des enfants bientôt. Un condominium n'est pas un endroit pour élever un bébé. Ils ont besoin du jardin. Ils ont besoin de l'espace bien plus que toi. Tu es célibataire, Sloan. Tu peux facilement louer un petit appartement plus près de ta clinique. Je suis resté là, complètement figé. Mon cerveau refusait de traiter les mots. J'ai sincèrement pensé que c'était une blague cruelle. J'attendais la chute. J'ai apporté les papiers, a continué maman, tapotant les documents vierges avec son ongle. Signe l'acte de propriété à ta sœur ce soir. Tu dois faire tes valises. Tu pars demain. Nous voulons qu'ils emménagent d'ici le week-end. L'acte est à mon nom, ai-je chuchoté, ma voix tremblant d'un mélange de choc et de fureur montante. J'ai tout payé. J'ai construit ça. Papa m'a finalement regardé, son visage durci en un masque d'autorité. Temporairement, Sloan.
Nous avons seulement structuré les choses de cette façon pour des raisons fiscales. Il a toujours été entendu que c'était un bien familial. Nous t'avons donné la propriété. Maintenant, nous la réaffectons. Entendu par qui, ai-je exigé, ma voix devenant plus forte. J'ai mis 85 000 $ là-dedans. 3 ans de ma vie. Maman a levé les yeux au ciel, laissant échapper un soupir lourd et dramatique. Oh, arrête d'être si théâtrale, Sloan. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Sois une bonne sœur pour une fois dans ta vie. Signe les papiers. Il ne me voyait pas comme un être humain. Il me voyait comme de la main-d'œuvre non rémunérée, une entrepreneur naïve et pratique qu'il pouvait exploiter et rejeter une fois le travail terminé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas jetés dehors sur le champ. J'ai juste baissé les yeux sur les papiers vierges sur la table et une pensée sombre et dangereuse a pris racine dans mon esprit. Après leur départ, laissant derrière eux leurs assiettes de nourriture intactes, je me suis effondré sur le sol de la cuisine. Mon dos était pressé contre les armoires sur mesure pour lesquelles j'avais saigné. Pendant la première heure, je me suis complètement effondré. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent physiquement mal. La trahison était si profonde, c'était comme une blessure physique. Mes propres parents m'avaient tendu un piège. Ils m'avaient donné une coquille pourrie, m'avaient regardé me tuer à la tâche pour la réparer. Et au moment où elle avait de la valeur, ils se sont précipités pour la donner à leur enfant chéri. Mais alors que les larmes séchaient, autre chose a pris le dessus. Une clarté froide et absolue. Les pleurs ont cessé. Mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Je me suis levé, je suis allé dans mon petit bureau à domicile et j'ai sorti ma lourde boîte de sécurité ignifuge en métal. Je devais vérifier les documents. Quand ils m'ont transféré la maison il y a 3 ans, j'étais si désespéré d'obtenir leur approbation que j'ai juste signé là où ils m'ont indiqué. J'ai supposé qu'ils détenaient une sorte de levier. Mais en lisant l'acte original et les papiers de transfert, mes mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais d'adrénaline. La maison était uniquement à mon nom, à 100%. Il n'y avait pas de copropriété. Il n'y avait pas de fiducie secrète. Il n'y avait pas de clause familiale cachée. Parce que mes parents étaient si profondément arrogants, et parce qu'ils voulaient éviter de payer certaines taxes foncières, ils avaient légalement rompu tous leurs liens avec la maison. Ils ont complètement supposé que j'étais si faible, si désespéré de leur amour que je n'oserais jamais les questionner. Ils pensaient pouvoir simplement m'ordonner de la leur rendre. Ils m'ont donné un ultimatum de 48 heures. Ils ont exigé que je fasse mes bagages et que je cède ma maison d'ici le week-end. J'ai regardé l'horloge. Il était presque minuit. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve Vaughn. Vaughn était un agent immobilier haut de gamme que je connaissais de manière informelle par le biais de mon bureau de facturation médicale. Il était vif, pragmatique et savait exactement comment vendre des propriétés de luxe discrètement et rapidement. Je lui ai envoyé un message texte. Vaughn, je dois vendre ma maison immédiatement. En espèces uniquement. Appelle-moi dès que tu te réveilles. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise à ma table de salle à manger restaurée, buvant du café noir, planifiant la destruction de la petite illusion parfaite de ma famille. Il voulait que je sois parti en 2 jours. Très bien, je serais parti, mais j'emportais ma plus-value avec moi. Mes parents pensaient m'avoir acculé. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de me donner l'allumette pour réduire leur illusion en cendres. Vaughn m'a appelé à 6 heures du matin. À midi, il se tenait dans mon salon, vêtu d'un costume élégant, regardant autour de lui avec un étonnement sincère. « Sloan, tu as fait ça toi-même » a-t-il demandé, passant sa main sur les boiseries sur mesure autour de la cheminée. « C'est un travail incroyable. Le marché dans ce quartier manque cruellement de maisons d'artisans prêtes à emménager en ce moment. Mais tu as dit que tu voulais la mettre en vente immédiatement. Pas de mise en scène, pas de journée portes ouvertes. » « Non » ai-je répondu fermement. « Je veux qu'elle soit vendue en secret. Ne m'amène que des acheteurs sérieux, des gens qui peuvent payer en espèces et conclure en quelques jours, pas en quelques mois. Peux-tu le faire ?» Vaughn a souri, un sourire vif et prédateur d'un homme qui sait qu'il est sur le point de faire une commission énorme. « Si nous fixons un prix agressif, elle partira aujourd'hui. J'ai en fait un couple dans mon portefeuille qui a été surenchéri sur 3 maisons dans ce code postal exact. Ils ont des actifs liquides et ils sont motivés. Appelle-les,
ai-je dit. Pendant que Vaughan allait à sa voiture pour passer les appels, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était un message texte de Lorna. J'espère que tu fais tes cartons, Sloan. Blé est très stressé par le déménagement. Alors, s'il te plaît, laisse la maison impeccable quand tu partiras. Laisse les clés sous le paillasson. Un rire amer m'a échappé. J'ai pris mes clés, je suis allé à la quincaillerie locale et j'ai acheté 20 grands cartons de déménagement. Je les ai ramenés à la maison et je les ai empilés bien en vue dans le salon, juste là où quiconque regardant par la fenêtre de devant pourrait les voir. S'ils voulaient un spectacle, je leur en donnerais un. J'ai scotché les boîtes bruyamment, faisant un désordre délibéré. Je jouais le rôle de la fille vaincue et obéissante. Je les ai laissés croire que je m'étais rendu. C'est incroyable à quel point l'arrogance peut être aveuglante. Parce que ma mère a vu les boîtes par la fenêtre plus tard dans l'après-midi, elle m'a en fait envoyé un emoji pouce levé. Elle pensait qu'elle avait gagné. Vaughan est revenu dans la maison une heure plus tard, l'air incroyablement satisfait de lui. Mes acheteurs sont très intéressés. Ils écourtent leurs vacances et descendent la voir demain matin. S'ils aiment ce qu'ils voient, ils apporteront une offre en espèces sur le champ. J'ai scotché la première boîte, souriant pour moi-même. La partie était lancée, mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que personne n'aurait pu prédire. 2 jours plus tard, le jour de l'échéance, l'air du matin était chargé de tension. À 9 heures précises, un grand camion de déménagement de location s'est garé agressivement sur le trottoir devant ma maison. Juste derrière lui se trouvait un VUS blanc brillant. Blé est sorti, vêtu de vêtements de sport de marque, tenant un café glacé coûteux. Elle vibrait pratiquement d'une excitation suffisante. Elle ne ressemblait pas à une sœur venant prendre possession d'une maison familiale. Elle ressemblait à une conquérante réclamant son prix. Declan, son mari, la suivait, l'air nerveux, évitant mon regard à travers la fenêtre. Avant même qu'il n'atteigne le porche, mon téléphone a sonné. C'était tante Veta. Elle est le singe volant ultime de notre famille, faisant toujours le sale boulot de ma mère. Sloan, ma chérie, a roucoulé Veta au téléphone, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Ta mère me dit que tu es un peu têtu aujourd'hui. Tu dois te rappeler que la famille, c'est tout. Blé a besoin d'une chambre d'enfant. Tu ne veux pas être la sœur vieille fille égoïste, n'est-ce pas? Donne simplement les clés avec grâce. Je m'occupe des clés en ce moment même, Veta, ai-je dit froidement et j'ai raccroché. Je suis sorti sur le porche juste au moment où Blé atteignait la dernière marche. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le salon, voyant la pile de cartons. Son sourire suffisant s'est élargi. Oh, bien. Tu as presque tout emballé, a dit Blé en sirotant son café. Declan et moi voulons commencer à peindre la chambre d'enfant aujourd'hui. Tu peux juste mettre tes cartons à l'arrière de ta voiture. Maman a dit que tu serais parti d'ici midi. Je pars, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Mais vous n'emménagez pas. Blé a ri, un son sec et condescendant. Excuse-moi, tu fais une dépression nerveuse, Sloan? Maman et papa se sont déjà occupés des papiers. C'est ma maison maintenant. Non, ai-je répondu lentement. Ce n'est pas le cas. Avant que Blé ne puisse répondre, un élégant VUS de luxe noir a descendu la rue et s'est garé directement derrière son camion de déménagement. Ce n'était pas juste une voiture chère. C'était le genre de véhicule qui rayonnait une richesse discrète et intouchable. Les portes arrière se sont ouvertes. Greer et Alden sont sortis. Greer portait un simple manteau en cachemire et des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus que mon salaire mensuel de facturière médicale. Alden marchait avec l'assurance facile et détendue d'un homme qui n'a jamais à demander le prix de quoi que ce soit. C'étaient les acheteurs en espèces de Vaughan, et Vaughan s'est garé juste derrière eux dans sa propre voiture, tenant un épais dossier en cuir. Blé a froncé les sourcils, se plaçant devant mon allée comme un chien de garde. Qui sont ces gens? Sloan, as-tu engagé des nettoyeurs? Greer a baissé ses lunettes de soleil, regardant Blé de haut en bas avec une confusion polie. Alden l'a ignoré entièrement, ses yeux fixés sur l'extérieur de la maison. Il a hoché la tête en signe d'approbation devant les boiseries restaurées. Blé s'est avancé, s'attendant à une sœur vaincue. Au lieu de cela, elle est entrée tout droit dans son propre cauchemar. Vaughan a remonté l'allée avec un dossier en cuir impeccable sous le bras.
Il a complètement ignoré ma sœur qui se tenait toujours de manière défensive sur l'allée avec son café glacé et a tendu la main au couple riche. Greer, Alden, merci d'avoir fait le trajet, a dit Vaughn doucement. Le visage de Blé s'est tordu de confusion et d'indignation. Elle s'est mise directement sur le chemin de Vaughn. Excusez-moi, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes sur une propriété familiale privée. J'emménage aujourd'hui. Dites à vos petits amis de faire demi-tour avec leur voiture et de partir. Greer a lentement abaissé ses lunettes de soleil coûteuses, regardant ma sœur comme on regarderait un chien errant bruyant. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'en avait pas besoin. Son élégance discrète de vieille fortune a complètement absorbé l'énergie frénétique et pleine de droits de Blé. Alden, le mari de Greer, s'est avancé et a regardé calmement entre moi et Blé. Êtes-vous la propriétaire de cette propriété? M'a demandé directement Alden, sa voix profonde et autoritaire. Oui, ai-je répondu clairement, le regardant droit dans les yeux. Je le suis. Blé a ricané bruyamment, son visage devenant rouge. Elle n'est pas la propriétaire. C'est notre maison de famille. Mes parents me l'ont transférée. Elle est juste la squatteuse qui l'a réparée. Dealer, Declan. Declan, qui s'était caché derrière le camion de déménagement, a baissé les yeux sur ses chaussures et n'a absolument rien dit. Alden n'a même pas scié à l'explosion de ma sœur. Il a simplement sorti son téléphone de la poche de son manteau, a jeté un coup d'œil à l'écran et a regardé à nouveau Blé. C'est fascinant, a-t-il dit d'un ton complètement dépourvu de chaleur. Parce que les registres du comté et l'annonce active indiquent tout de quelle est la propriété privée de cette jeune femme. Blé s'est figé. Le sourire suffisant et victorieux qui était collé sur son visage depuis 48 heures s'est complètement évaporé. Elle a lentement tourné la tête pour me regarder, ses yeux écarquillés par une réalisation soudaine et terrifiante. Vaughn s'est interposé entre nous, ouvrant le dossier en cuir et tendant un stylo argenté élégant. Sloan, Greer et Alden ont fait le tour de la propriété et ont examiné les rapports d'inspection que j'ai fournis. Ils adorent les détails artisanaux que vous avez restaurés. Ils sont prêts à faire une offre tout en espèces dès maintenant. 500 000 $. Aucune condition suspensive. Nous pouvons conclure la vente en 10 jours. 500 000 $. J'avais acheté la maison à mes parents pour presque rien. Juste le coût du dépôt des papiers parce qu'elle était légalement considérée comme inhabitable. J'y avais investi 85 000 $ et 3 ans de travail épuisant. Les maisons comparables dans ce secteur se vendaient au mieux pour peut-être 400 000 $. 500 000 $ était une somme stupéfiante qui changeait la vie. Blé a laissé tomber son café glacé. Le gobelet en plastique a heurté le béton, éclaboussant du liquide brun sur ses baskets de marque blanche. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Blé, sa voix se brisant. Maman et papa ont dit que c'était à moi. Tu voles ta propre famille. Tu ruines ma vie. Où suis-je censé mettre mon bébé? J'ai pris le stylo en argent de Vaughn. Je me suis dirigé vers le capot du VUS noir d'Alden, j'ai lissé le contrat et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas laissé ma main trembler. J'ai signé l'acte de vente de la maison qui m'avait coûté ma paix, mon sommeil et ma jeunesse. C'est fait, a dit Vaughn en fermant le dossier. Félicitations, Sloan. Je me suis retourné pour regarder Blé. Elle hyperventilait, fixant la tache humide sur ses chaussures. Je n'ai absolument rien ressenti pour elle. Pas de pitié, pas de culpabilité, juste la brise froide et rafraîchissante de la libération totale. Blé a laissé tomber son carton de déménagement sur le béton humide. Mais la véritable explosion s'est produite lorsqu'elle a sorti son téléphone et a appelé notre mère. Blé a mis le téléphone sur haut-parleur. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil. Le téléphone a sonné 2 fois avant que ma mère ne réponde. Blé, ma chérie, es-tu déjà dans la maison? Sloan l'a-t-elle laissé propre? La voix de Lorna a résonné à travers le haut-parleur, d'une douceur écœurante. Maman, elle l'a vendu, a crié Blé de manière hystérique. Elle vient de signer un contrat. Des gens riches sont ici et ils l'ont acheté pour 500 000 $ en espèces. Fais quelque chose. Appelle la police. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Pendant 10 bonnes secondes, le seul son fut le bruissement du vent dans les érables. Puis la voix de mon père est intervenue. Il semblait essoufflé, frénétique. Sloan,
dis-moi que ta sœur fait une mauvaise blague. Dis-moi que tu n'as pas vendu cette maison. Je l'ai vendue, papa, ai-je dit, m'appuyant contre la balustrade en bois du porche que j'avais construite de mes propres mains ensanglantées. Clôture en 10 jours. L'acte est à 100% à mon nom. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. Lorna a repris le téléphone. Sa voix avait perdu toute sa douceur. Elle était devenue tranchante, venimeuse et désespérée. Espèce de gamine égoïste et ingrate. Nous sommes ta famille. Tu nous mets dans l'embarras devant des étrangers. Si tu vas jusqu'au bout, nous te déshériterons. Nous te couperons complètement les ponts. Tu n'auras rien. Cette menace me terrifiait autrefois. Quand j'étais plus jeune, l'idée de perdre ma famille m'empêchait de dormir la nuit. Mais en l'écoutant crier, cela sonnait comme la liberté absolue. Me déshériter, ai-je ri. Vous l'avez déjà fait. Vous m'avez donné une benne à ordures pourries et lui avez donné un condominium de luxe. Vous m'avez utilisé comme main-d'œuvre gratuite. J'ai fini de jouer l'enfant invisible. Et puis, dans sa panique aveugle, Blé a commis une erreur fatale. Elle a laissé échapper la vérité. Tu ne comprends pas, Sloan, a pleuré Blé, les larmes ruinant son maquillage coûteux. Il ne s'agit pas seulement de la chambre d'enfant. La start-up technologique de Declan a fait faillite l'année dernière. Il a tout perdu. Maman et papa ont contracté une deuxième hypothèque sur leur propre maison pour le renflouer et maintenant ils sont sous l'eau. Ils avaient besoin de la maison pour couvrir la dette. Ils vont tout perdre à cause de toi. Toute la rue semblait se taire. Même Alden et Greer, qui se dirigeaient discrètement vers leur voiture, se sont arrêtés. J'ai fixé Blé. Puis j'ai regardé le téléphone dans sa main. Les pièces se sont enfin assemblées. L'urgence soudaine, l'ultimatum de 48 heures. Il ne s'agissait jamais du besoin de Blé d'avoir un jardin pour ses futurs enfants. C'était une couverture. Mes parents, qui me faisaient constamment la morale sur la responsabilité, avaient secrètement mis en péril leur sécurité financière pour sauver l'entreprise vouée à l'échec de Declan. Quand ils ont réalisé qu'ils se noyaient sous des centaines de milliers de dollars de dettes, ils se sont tournés vers moi. Ils ont regardé la maison pour laquelle j'avais saigné. Ils prévoyaient de me mettre à la porte, de vendre la maison eux-mêmes et d'utiliser ma plus-value pour effacer secrètement les erreurs de l'enfant chéri. Je n'étais pas seulement le bouc émissaire. J'étais leur fonds d'urgence. Alors, j'ai dit doucement, en parlant directement dans le téléphone. Vous avez menti. Vous alliez voler les économies de ma vie pour payer les échecs de Declan. La famille est de la famille, Sloan, a crié Merrick, sa voix se brisant de désespoir. Non, ai-je répondu doucement. Les parasites se nourrissent des hôtes. J'ai fini d'être votre hôte. Je me suis retourné, je suis allé à ma voiture et je suis parti, les laissant debout sur l'allée avec leur boîte vide. Ils voulaient mon sang, ma sueur et ma plus-value pour réparer les erreurs de leur fille préférée. Mais il me restait un dernier coup à jouer. Je suis resté dans un appartement de location à court terme pendant que les formalités de clôture de la maison étaient finalisées. Fidèle à sa parole, Vaughn s'est occupé de tout parfaitement. 10 jours plus tard, 500 000 $ ont atterri sur mon compte en banque. J'ai fixé l'écran pendant 1 heure. Cela semblait complètement irréel. Pendant ces 10 jours, mon téléphone n'a cessé de sonner. Les menaces de déshéritement se sont rapidement estompées lorsqu'ils ont réalisé que j'avais réellement l'argent. Mes parents sont passés de brutes agressives à victimes pathétiques. Ils m'ont envoyé de longs messages textes manipulateurs sur le plan émotionnel. Ils m'ont envoyé des photos de moi enfant. Ils ont supplié pour une rencontre. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai pris mon temps et j'ai trouvé exactement ce que je voulais. J'ai conduit à 40 minutes de la ville, loin de leur drame toxique, et j'ai trouvé une belle et modeste maison de style artisan. Elle était nichée dans une rue calme avec un immense chêne dans le jardin de devant. Elle n'avait pas besoin d'un nouveau toit. Elle n'avait pas besoin de nouvelles plomberies. Elle était solide, sûre et prête à être habitée. Le prix était de 200 000 $. J'ai viré l'argent immédiatement et j'ai gardé les 300 000 restants investis en toute sécurité dans des comptes à haut rendement. Pour la première fois de ma vie, j'étais totalement en sécurité. Le jour du déménagement a été calme. J'ai loué un petit camion et quelques collègues m'ont aidé à porter mes meubles. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, mais bien sûr,
la paix dans ma famille est toujours temporaire. Je déballais des cartons dans ma nouvelle cuisine lorsqu'un VUS blanc familier s'est arrêté lentement devant ma maison. Lorna, Méric et Blé sont sortis. Ils avaient l'air épuisés. L'éclat arrogant qu'ils avaient porté pendant des années avait complètement disparu. Ils ont remonté ma nouvelle allée, regardant la pelouse bien entretenue et le porche solide. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis tenu dans l'encadrement. Je ne les ai pas invités à entrer. « Tu as acheté ça ?» a dit papa, sa voix creuse. « En espèces. »« Oui » ai-je dit. Maman s'est avancée, forçant un sourire crispé et douloureux. « Sloan, c'est une jolie maison. » C'est vraiment le cas, mais nous devons parler d'une solution structurée. La banque menace de saisir notre maison. Nous avons parlé à un conseiller financier. Si tu nous prêtais simplement 250 000 $, nous pourrions consolider la dette de Declan et sauver notre maison. Nous te rembourserons. Nous le promettons. Ils se tenaient là, retenant leur souffle. L'enfant chéri, la mère complice, le père froid. Ils étaient complètement à ma merci. Il y a 3 ans, je me serais effondré et je leur aurais tout donné juste pour les entendre dire qu'ils m'aimaient. Mais en les regardant maintenant, je ne ressentais rien d'autre qu'une profonde et calme indifférence. Je me suis dirigé vers la table de l'entrée, j'ai pris un dossier en manille et je l'ai tendu à mon père. Il l'a ouvert avec empressement, s'attendant à un chèque ou à un bordereau de virement bancaire. Au lieu de cela, il a trouvé une feuille de calcul Excel soigneusement imprimée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, confus. « C'est une liste de sociétés de consolidation de dettes à haut risque et leur taux d'intérêt actuel » ai-je dit d'un ton sec. « Puisque vous aimez faire de mauvais investissements, j'ai pensé que vous en auriez besoin. Vous n'obtiendrez pas un seul dollar de moi. » Maman a haleté, se serrant la poitrine comme si je l'avais physiquement frappée. « Sloan, nous allons perdre notre maison. Nous serons ruinés. Alors vous feriez mieux de commencer à faire vos cartons, ai-je dit. J'ai entendu dire que les boîtes en carton ne sont pas chères. Ils sont venus chercher un sauveur. Je leur ai tendu un miroir. Quand ils ont finalement réalisé que la banque de Sloan était définitivement fermée, l'illusion de la perfection de ma famille s'est brisée en 1 million de morceaux. Les retombées ont été spectaculaires, et j'ai tout observé à une distance de sécurité. Sans mon argent pour les renflouer, la réalité les a frappés comme un train de marchandises. Mes parents ne pouvaient pas se permettre leur deuxième hypothèque. Pour sauver leur propre maison de la saisie, ils ont été contraints de faire le sacrifice ultime. Ils ont dû vendre le condominium de luxe de Blé au centre-ville. Blé a fait la crise de colère du siècle. Tante Veta m'a appelé pour se plaindre que Blé s'était enfermé dans sa chambre pendant 3 jours, refusant de manger. Mais les larmes et les publications sur Instagram ne paient pas la banque. Le condominium a été vendu à une perte massive parce qu'ils avaient besoin de le liquider rapidement. Declan, qui avait passé les 2 dernières années à se qualifier d'entrepreneur tout enseignant mes parents à Blanc, a été contraint de prendre un emploi régulier de 9 à 5 ans en tant que directeur d'un magasin de détail de niveau intermédiaire. Blé a dû emballer ses vêtements de marque et déménager dans un appartement d'une chambre exiguë et bruyant près d'un échangeur autoroutier. Pendant les premiers mois, ils m'ont blâmé. Ils ont dit à la famille élargie que j'étais un monstre avide et sans cœur qui avait volé leur héritage. Mais la vérité est une chose amusante. Elle trouve toujours la lumière. Les gens ont fini par voir les archives judiciaires. Ils ont vu les déclarations de faillite que Declan a soumises. La famille élargie a cessé d'appeler pour me crier dessus et a commencé à appeler pour bavarder sur la ruine financière de mes parents. Puis quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Environ 8 mois après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, mon père m'a appelé. Il ne semblait pas en colère. Il semblait vaincu. « Sloan » a-t-il dit doucement. Je regarde ces documents de refinancement que la banque a envoyés. Je ne comprends pas les clauses sur les taux d'intérêt variables. Toi, tu fais de la comptabilité. Peux-tu y jeter un œil? J'étais stupéfaite. Il ne demandait pas d'argent. Il demandait mon expertise. Il demandait de l'aide parce qu'il réalisait enfin que j'étais la seule adulte responsable de la famille. Je lui ai dit d'envoyer les documents par courriel. Je les ai examinés, j'ai surligné les conditions prédatrices et je les ai renvoyés avec une brève explication. Une semaine plus tard, maman a appelé pour me demander comment j'avais réussi à gérer si étroitement mon budget d'épicerie pendant mes années de rénovation.
Ils me respectaient enfin, non pas parce qu'ils m'aimaient plus, mais parce qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Ils craignaient mon indépendance. Ils ont réalisé que j'avais construit ma propre forteresse, et c'était eux qui se tenaient dehors dans le froid. Je n'assiste toujours pas à leurs dîners de vacances chaotiques. Je ne leur prête pas d'argent. Je maintiens mes limites incroyablement épaisses et lourdement gardées. Mais occasionnellement, je répondrai à un appel téléphonique et leur donnerai des conseils financiers. C'est l'ironie ultime. La fille qu'ils ont jetée dans la boue est la seule qui sait comment naviguer dans la tempête. Aujourd'hui, je suis assise sur le porche en bois solide de ma maison d'artisan. L'air du soir est calme. Il n'y a pas de fuite dans mon toit. Il n'y a pas de saut sur mon sol. Mon compte en banque est en sécurité. Ma carrière est florissante. Et mon esprit est complètement en paix. Parfois, je repense à ces 3 années de poussière suffocante, de jointures en sang et de larmes silencieuses. Je pensais que je construisais une maison pour gagner l'amour de ma famille. Je ne réalisais pas que je construisais en fait ma propre armure. Il y a un mensonge toxique que la société nous impose, selon lequel la famille est tout, que les liens du sang sont plus forts que tout, et que vous devez pardonner aux gens simplement parce que vous partagez le même ADN. Mais vous ne pouvez pas vous immoler par le feu juste pour garder quelqu'un d'autre au chaud, surtout quand ce sont eux qui tiennent l'allumette. Ils disent que la famille est tout, mais parfois la seule façon de se sauver est de s'en aller. Dites-moi, ai-je eu tort de garder chaque dollar et de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres actions? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.